C'est des gradins? Bah alors, faut venir maintenant. Bonjour. Voilà. Il n'y a plus du tout de Faut place, venir madame. 3 Le heures à stade est l'avance, il y a plus de complet. place. Il n'y a plus rien. Non, Non, madame. il n'y a plus rien. Au revoir, je vous Alors, en si prie. vous voulez bien être bien placé, il faut venir maintenant. Au revoir. Roland Garros, bonjour. Roland Garros, bonjour. Présentation des champions qui ont gagné sur ce stade Roland-Garros depuis sa création pour les internationaux de France en 1928. Henri Cochet, France, 1928. René Lacoste, 1929. France encore, Jean Borotra, 1931. Quatre mousquetaires qui gagnera pour la France la Coupe Davis. Je voudrais profiter de la présence de ces trois mousquetaires pour rendre hommage en cette année 78 au quatrième disparu, Jacques Brugnon, le quatrième des mousquetaires, l'ami inséparable de Borotra, Lacoste et Cochet, qui lui aussi s'est illustré à de nombreuses reprises sur le cours de Roland-Garros. Le tennis des années folles n'aurait pas existé sans le tennis de la Belle Époque. Au début du siècle, il s'agissait d'aimables ébats de société. Dans l'île de Puteaux, le long de la Seine, des héroïnes de Marcel Proust, flanquées de partenaires à forte moustache, papillonnaient sur des cours poussiéreux dont les raides toiles étaient clouées à même le sol. Quand commencèrent les premières parties sérieuses, le jeu se déplaça sous les ombrages du parc de Saint-Cloud. Là, à la Faisanderie, le Stade français ouvrit ses cours autour d'un central de 3000 places où se disputèrent les premiers championnats du monde sur terre battue. C'est sur ce central qu'en 1927, à l'issue d'une partie mémorable, René Lacoste parvint à terrasser Tilden, le grand champion américain surnommé Big Bill. Lacoste devait à nouveau battre Tilden 3 mois plus tard à Philadelphie avec l'équipe de France de Coupe Davis. La rencontre avait lieu au Germantown Cricket Club, où les matchs sur herbe se disputaient en souliers à pointe. À l'issue de la 3e journée, les Français avaient accompli le miracle. Ils avaient gagné le fameux saladier. Ils allaient conserver 6 années de suite la Coupe Davis. À l'époque, la France sportive se sentait invincible. Le Duc enlevait le Tour de France au milieu des clameurs du Parc des Princes. À Montlhéry, Robert Benoît remportait le Grand Prix de l'ACF au volant de bolide tenant la route comme des fers à repasser. Et les garçons à chapeau-cloche gagnaient le cœur des hommes en pilotant comme des grandes leur cabriolet Bugatti autour de Longchamp. Longchamp, le champ de course du Grand Prix où les favoris étaient montés par nos crack jockeys et où l'on rencontrait des artistes peintres en renom comme Fujita, ou des vedettes de music-hall célèbres comme Miss Tinguette.
Aux Acacias, chaque jour à midi ou bien avenue du Bois le dimanche matin, c'est la parade des élégantes et des m'as-tu-vu que la foule contemple comme au fauteuil d'orchestre. Auréolé par le triomphe de nos joueurs de Coupe Davis, le tennis va faire un malheur dans le public français. Mais le central de la Faisanderie est trop petit pour le contenir. Émile Le Sueur pour le Stade français et Pierre Gilloux pour le Racing obtiennent de la ville de Paris la cession d'un grand terrain proche de la porte d'Auteuil. Une arène de 10 000 places, primitivement en bois, y est construite dans un temps record pendant l'hiver 1927-28. Le stade est baptisé du nom d'un grand sportif, pionnier de l'aviation civile du début du siècle, Roland Garros. Paladin de l'air, champion des premiers meetings aériens, à Buc ou à Villacoublay, aux commandes de monoplan Libellule qu'il pilotait la casquette retournée, Roland Garros avait été le héros de 2 exploits. Le record du monde d'altitude, 4100 mètres à pas ramé, et la première traversée de la Méditerranée en solitaire. La guerre déclarée, Garros s'était reconverti en as de la chasse. Fait prisonnier, il s'était évadé, déguisé en officier allemand, avant de disparaître en combat aérien à la veille de l'armistice. Cette figure de légende va désormais parrainer le nouveau stade. La première fois que l'on parle officiellement du stade Roland-Garros, c'est fin juillet 1928. La grande foule a retardé ses vacances. Le président de la République, Gaston Doumergue, s'est déplacé. Les Américains sont venus à leur tour disputer la Coupe Davis aux Français. Comme à Philadelphie, Henri Cochet est le héros du 3e jour. Cette fois, il bat Big Bill Tilden. Cochet et Borotra, eux, ont gagné le double. Mais c'est Cochet qui est porté en triomphe, fait unique dans les annales du tennis. Le charme de Roland-Garros date de cette époque glorieuse de nos mousquetaires. 1932 est la dernière année de cette période faste où la France défendit la Coupe Davis contre les Américains. Le président Lebrun assiste aux 2 premières victoires. Cochet bat Allison, et cette fois, c'est Borotra le héros. Au milieu d'un enthousiasme indescriptible, le Basque prend le meilleur sur Vin, champion de Wimbledon de 10 ans son cadet. Mais Cochet et Brugnon perdent le double. Par bonheur, le 3e jour, Borotra gagnera son match contre Allison dans des conditions épineuses autant qu'épiques, et l'on parle encore du coup de l'espadrille. L'année suivante, les Anglais ont remplacé les Américains dans le Challenge Round. Borotra et Brugnon gagnent le double, mais c'est une victoire à la Pyrrhus. La France va s'incliner après avoir perdu 3 simples. La Coupe Davis nous est ravie et le baby dans le saladier est anglais. Les internationaux de France 1978 battent tous les records d'affluence, 10 000 spectateurs par jour. Le tennis de papa est à présent un sport de masse. Le public est venu pour François Geoffrey, notre seul joueur à avoir une arme de mousquetaire. Hélas,
À 36 ans, Geoffrey n'a plus ses jambes de 20 ans. L'âge de l'espoir Gilles Moreton qui l'élimine. C'est bien. On peut pas avoir été, hein? Sur ce même central, en 1976, Geoffrey avait connu son heure de gloire. Durant plus de 4 heures, sous un soleil accablant, il avait tenu tête à Borg, le phénomène suédois, lequel l'avait battu 18 au 5e set, performance que l'on n'est pas prêt d'oublier. Très souvent à Roland-Garros, j'ai fait de grands matchs. Il y a 10 ans contre Roy Emerson, il y a quelques années contre Codès, contre Nastase en Coupe Davis, qui était très jeune, enfin d'autres matchs contre Codès. Mais il n'y avait jamais eu la grande foule, si je puis dire. Alors je crois que cette fois-ci, non seulement on a battu tous les records de spectateurs, et d'avoir fait ce match devant un tel public, dans de telles conditions, ce sera sûrement, malgré la défaite, un souvenir inoubliable pour moi. Autre victime de marque, le beau Romain Adriano Panatta, vainqueur précisément des internationaux de 1976 après avoir battu Borg. Et ici, il est éliminé par l'obscur Boroviak. Panatta a le tempérament latin, capable de céder à l'ennui des tournées professionnelles. Il est aussi capable de vouloir la victoire à tout prix, ainsi que le démontre cette détente de tigre, digne d'un plongeon de gardien de but. Ouf. Avant la bataille, le Napoléon des arbitres ne plaisante pas avec le placement des juges de ligne, qui vont tout à l'heure légiférer sous la double menace du public et des joueurs. Prends voir la médiane là-bas. Ou mets-toi là, mets-toi là. Bon, d'accord. Bon, alors il nous reste lui. Ben lui, on peut le mettre... Non, il va doubler. Non, hein? L'autre service. Un gros de service. Bon, alors tu doubles. Non. Bélès, reste là. Va à l'autre service. Des mômes, absolument des mômes. Les mômes. Les mômes de Roland-Garros, ce sont aussi et surtout les scolaires du mercredi. Pour l'opération Porte ouverte, 12 000 curieux en herbe sont là. Là, vous avez des boutiques. Si ça vous amuse, vous y allez. On vous distribuera des tas de trucs. On fait tout le tour. Mais la meilleure chose, c'est de faire tout le tour. Si vous vous perdez, vous venez là. Voilà. Mais vous allez voir, c'est très petit. Roland-Garros, c'est pas grand du tout. Et vous aurez vite fait de faire le tour. Il n'y a pas grand-chose. Demandez le programme. Avec chaque programme, une casquette. Demandez le programme. Mais attention les enfants. Ici vous guette le grand méchant loup. Entre en scène maintenant Dracula Thiriac, le Roumain. Il siège aux premières loges, surveillant son poulain Vilas. La jeunesse triomphante est personnifiée par Yannick Noah avec ses 18 printemps. Noah va réussir la performance rarissime de prendre un set au champion argentin Guillermo Vilas, tenant du titre, qui dispute chaque point comme si sa vie en dépendait. Découvert au Cameroun par son idole Arthur Ashe, Noah aura l'immense fierté de jouer à ses côtés l'épreuve du double homme à Wimbledon, constituant avec lui la première équipe noire de l'histoire du tennis. En face de lui, Vilas ne prend nullement le match à la légère.
l'extérieur, après son match, Noah, par pudeur, se refusera à toute déclaration à la presse. Le temps n'est pas si éloigné d'ailleurs où il quémandait lui-même des autographes aux champions. Combien t'en as de toi? Moi, beaucoup. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Tim Gullikson. Oui. Chasseurs d'autocollants, de cornets à glace, de casquettes à visière et d'autres délices, délivrés en abondance, chacun s'en donne à cœur joie. La championne de Roland-Garros 1978 est une nouvelle venue. Elle s'appelle Virginia Ruzici. C'est une jolie roumaine longiligne de 23 ans. La jeune lyonnaise Brigitte Simon ne peut lui opposer qu'une honnête résistance en demi-finale. Simone Mathieu. Elle fut 5 fois finaliste, 2 fois gagnante du simple dame à Roland-Garros en 1938 et 1939, avant de se couvrir de gloire pendant la guerre, qu'elle termina avec le grade de capitaine dans les forces françaises libres. Son premier exploit eut lieu en 1932. Elle avait 21 ans. Ce jour-là, elle rencontra en finale Helen Wills, la Minerve américaine, la seule qui ait tenu tête. 2 fois victorieuse des internationaux en 1953 et 1954, Maureen Connolly, dite Little Mo, restera dans le souvenir un quart de siècle avant Chris Evert comme la petite merveille américaine révélée à l'âge de 16 ans. Au regret de tous, elle devait mourir prématurément d'une maladie pernicieuse comme Suzanne Langlaine. Françoise Dur joue ici à coups de cuillère contre l'Australienne Kerry Melville, la demi-finale du tournoi 1967 auquel participaient Billie Jean King, Rosemary Casals, Ann Jones. Françoise Dur remporte le titre à la surprise générale, devant un stade aux 3/4 vide. Le public français, à la différence des Anglais, ne goûte guère le tennis féminin. Seule l'arrivée en force des Amazones aux jeux virils convertira le public. Nancy Richey, coiffée ici d'un chapeau de toile croquignolet, et surtout Margaret Smith, 5 fois triomphatrice de Roland-Garros. Margaret Smith, devenue Margaret Court par son mariage avec un joueur de cricket australien, est une solitaire qui ne fraye avec personne. Tactique délibérée qui donne des cauchemars à ses rivales. Majestueuse, ne se déridant jamais, elle retrouve son bonheur de vivre lorsque sa raquette en vient à asséner des balles dévastatrices. C'est la première incarnation du tennis viril. Mais si les joueuses paraissent un peu trop athlétiques sur le terrain, le charme des jeunes filles en fleurs, entre cour et jardin, jouera toujours. Et voici maintenant la plus belle partie du tournoi qui régale les connaisseurs. H contre Kodesh. Arthur Ashe fut le premier noir américain à être sacré champion de Wimbledon en 1975. Performance d'autant plus remarquable que son adversaire en finale était Jimmy Connors. Ashe, à 34 ans, a toujours une superbe allure, droit, très élégant de sa personne, suprêmement détaché. Le Tchèque Jan Kodesh est le contraste vivant d'Arthur Ashe.
ramassé sur lui-même, hargneux, teigneux, ne laissant tomber aucune balle, quitte à la rattraper les deux pieds en l'air, Kodesh a un magnifique toucher de balle, lui aussi. Il est le premier joueur d'Europe centrale à avoir inscrit son nom 2 années consécutives, 1970 et 71, au palmarès de Roland Garros et à avoir mis un terme à la suprématie australienne. La rencontre H-Kodesh connaît un moment dramatique. H, dont la carrière fut maintes fois stoppée par des accidents articulaires, est victime d'une crampe à la jambe. Le nouveau règlement des professionnels interdit qu'on porte secours aux joueurs blessés. L'adversaire qui voudrait assister son camarade ne peut même pas réclamer une pause. Lui donner assistance, c'est irrégulier. Dans le passé, on agissait moins cruellement. Ainsi, au cours des internationaux 1962, Santana, souffrant d'une crampe au pied, fut déchaussé par Laver, ce qui ne l'empêcha pas de gagner son match par 6-0 au 5e set, et mieux encore d'enlever le tournoi. Souvent, en effet, la blessure accidentelle profite plus à la victime qu'au secouriste. Celui-ci perd sa concentration, ne retrouve plus son rythme et a des scrupules à faire courir l'autre. Désormais soutenu par le public, c'est ce qui se passe pour H. Aidé par les seuls moyens de sa décontraction naturelle, il réussit à battre Kodesh, lequel paye ses efforts des matchs au couteau disputés au cours de sa carrière. De 53 à 69, 10 finales de Roland Garros furent gagnées par des Australiens. De tous ces joueurs des antipodes, le meilleur produit fut Rod Laver. Petite taille, rouquin de poils, chafouin de visage, le gaucher australien fut un prodige du tennis. 24 ans après Donald Budge, il réussit l'exploit sensationnel d'enlever dans la même saison 62 les 4 épreuves. Melbourne, Roland-Garros, Wimbledon et Forest Hills. Exploit qu'il réédita en 1969. Grand joueur de simple, Laver ne réussit en double qu'avec son partenaire favori, Roy Emerson. Au stade Roland-Garros, un Français, Pierre Darmon, ici de dos, jouait la finale des internationaux de France. Un Français en finale, cela ne s'était pas vu depuis 17 ans, depuis Marcel Bernard. Mais pour Darmon, au lendemain d'un match très dur gagné sur Santana, l'Australien Emerson était un adversaire trop solide. Emerson gagnait en 4-7 et succédait à Rod Laver. Pierre Darmon fut le plus grand joueur français de cette époque. Recordman de 40 sélections en Coupe Davis. Ayant sa chance contre les meilleurs, il perd ici, non sans panache, devant Pancho González, l'ogre des tournées Kramer, figure légendaire de l'après-guerre. González, au paradoxe, ne joua jamais une finale à Roland-Garros au cours de sa brève carrière d'amateur. Les Australiens ne se contentaient pas de truster les victoires en simple. Aude Rosewall, Emerson Laver, Roche Newcombe formaient les équipes reines du double. Ici, une vision juvénile.
la finale de 1953 où Rosewall, en t-shirt, enlève son premier titre aux dépens du bel américain Vic Sexas. Admirez le déplacement de coureur à pied de l'américain. Sobriété d'exécution de Rosewall, surnommé le petit maître de Sydney, il devait réussir l'exploit de remporter les internationaux à 15 ans d'intervalle en 1953, en 1968. Cornero. Non, tout à l'heure. Tout à l'heure. Cordage et recordage des raquettes sont les deux mamelles du tennis pro. Chaque professionnel se déplace avec un minimum de 10 raquettes par tournoi. Les joueurs ont un peu augmenté leur tension cette année. D'habitude, ils jouaient beaucoup moins tendu. Et maintenant, ils recommencent. Enfin, ils sont autour de entre 22 et 24 kilos, à peu de choses près. C'est Moore qui joue le plus tendu. Moore après Dips. Le petit américain Eddie Dips et Corrado Barazzuti, l'italien à la longue figure, se livrent à un sérieux accrochage. Barazzuti, balle neuve. Balle neuve. Balle neuve. He thought it was good. He thought Barazzuti thought it was good. Dans les tribunes présidentielles, Henri Cochet discute du tie-break, qui est une limitation des avantages de jeu. Son interlocuteur est Butch Patty. À 25 ans de distance, les deux hommes ont pratiqué le même jeu. L'attaque à outrance et la montée au filet en toutes occasions. Dips et Barazzuti sont au contraire des adeptes du jeu de régularité. Première demi-finale du tournoi des champions. Opposant Butch Patty, États-Unis. Yvon Petra, France. À Joseph Asbot, Hongrie. Et Jean Borotra, France. Yvon Petra avait causé la surprise de l'après-guerre en enlevant le premier tournoi de Wimbledon sur les plus fortes raquettes du monde. Sa taille de géant, ses immenses bras lui conféraient un abattage exceptionnel au service. C'est le service qui c'est toujours ça qui m'a fait perdre. Des 4 mousquetaires interchangeables, Jean Borotra était le d'Artagnan de la raquette, en raison de son esprit chevaleresque et de ses origines basques. Son fameux béret, bien avant le petit chapeau de toile frivole, fut longtemps son image de marque sur les cours. De même ses galopades pour rattraper des balles imprenables, les Anglais qui en raffolaient l'avaient surnommé « The Bounding Basque », le basque bondissant. Borotra possédait tout un cinéma parlant. Remettez la balle, bien joué, à l'animal. Ou encore, on s'est bien amusé, une expression qu'il employait très souvent. Non, tu as beaucoup d'idées. Tu as bien joué. Nous n'avons pas de chance. Non, j'ai perdu mes 3 services. Il aurait suffi que j'en gagne 2. Nous pouvons faire un 7. Oui, on devait faire un 7, vraiment. Ça.
Très bien. On s'est bien amusé. En réalité, Borotra avait chevillé au corps une féroce ambition de gagner qu'il démontrait en courant au filet où il sabrait des répliques imparables. En ce temps-là, la pluie de coussins inondant le court était aussi courante que dans une plaza espagnole. Donald Budge fut le premier grand joueur d'avant-guerre. Une petite tête rousse sur un torse puissant et de longues jambes, doté d'un coup droit d'une vitesse phénoménale et d'un revers de toute beauté, Budge gagna à Melbourne, Paris, Wimbledon et Forest Hills, ce qu'on a appelé le Grand Chelem en 1938. Quand il remporta les internationaux, Budge fut invité à dîner par le violoncelliste virtuose Pablo Casals. Le concert privé dont celui-ci le régala à l'issue d'un repas lui procura un plaisir presque égal à sa victoire. En ce temps-là, les amateurs pratiquaient l'art de vivre. Okay, right. No, the stars. Let the second class players. Please, veterans, veterans. Here comes another veteran. Where's your band? 2 ans après la victoire de Budge, les internationaux étaient suspendus en raison de la guerre. Les architectes qui avaient construit le stade dans le plus pur style art déco ne se doutaient pas que ces galeries souterraines pourraient abriter des prisonniers aux plus sombres jours de l'occupation allemande. Après 5 ans de guerre, Roland Garros rouvrit ses portes. Deuxième demi-finale du tournoi des champions. Donald Budge, Frank Parker. Contre Marcel Bernard, Mervyn Rose. Okay. Thank you, gentlemen. À la surprise générale, Marcel Bernard enleva les premiers internationaux de France de l'après-guerre. Performance qui n'a jamais été renouvelée par un Français. Mervyn Rose, l'Australien vainqueur en 1958, était un volleyeur gaucher aussi gênant que Marcel Bernard, tous deux rois de la volée basse et du contre-pied. Il a un smash terrible. Comment? Dans cette partie de vétérans, ils étaient associés pour la première fois de leur vie. Oh, Mervyn, I'm sorry. We're very close to win. Yes. Yes, but to make so. Battu par Marcel Bernard en 1946, Jaroslav Drobny, aujourd'hui spectateur à Brioche, se rattrapa largement par la suite. Tchèque de naissance, anglais par naturalisation, il fut sacré champion de Wimbledon à 33 ans. Avant de gagner par 2 fois les internationaux, Drobny avait été le spécialiste des finales perdues. Avec sa tête d'intellectuel à lunettes et sa puissante académie, Drobny sur le terrain paraissait pesant. En réalité, il se déplaçait à une vitesse éclair, la vitesse invisible des hockeyeurs, car il avait été médaille d'or avec l'équipe tchèque de hockey sur glace à Saint-Moritz. Drobny possédait un grand drive de gaucher et un smash imparable qu'il délivrait dans toutes les positions.
L'adversaire le plus coriace de Drobny à Roland-Garros fut l'Américain Frank Parker, 2 fois titré, l'incarnation du style métronome. Au stade Roland-Garros, finale des championnats internationaux de France. Drobny, au fond du court, s'attaque à l'Américain Parker, considéré comme la meilleure raquette mondiale. Malgré sa puissance athlétique, le Tchèque ne put rien contre son adversaire durant les 2 premiers sets. Il enleva par 6-4 et 7-5. Drobny gagna le 3e set, malgré le jeu impeccable de Parker, qui remporta finalement le titre par 6-4, 7-5, 5-7 et 8-6. Drobny devait cependant prendre sa revanche au cours des doubles et prouver qu'il était un des meilleurs tennisman du moment. Parker, dans les années 50, avait un masque indéchiffrable derrière ses lunettes noires. Aujourd'hui, c'est un jeune premier aux tempes grises, dont le sourire est irrésistible. Une tête de théâtre. Super. Super. Ah oui, super. Congratulations. Merci beaucoup. Lucky. Congratulations. Thank you, Jean. En cette période d'après-guerre, le central de Roland-Garros servait au tréteau de la Seine quand la saison tennistique ne jouait pas. Ainsi, Jean-Louis Barrault et sa troupe vinrent se produire sur le rectangle de terre battue. Je voulais monter, d'une part, les suppliantes d'Eschyle et, d'autre part, une pièce que André Aubet avait faite pour la circonstance, qui était le 800 mètres. Alors, avec Aubet, nous avions travaillé le 800 mètres et nous avions été entraînés en quelque sorte par Ladoumègue, qui avait été adorable et qui nous avait appris à rouler des avant-bras, à glisser pendant le concours, etc. Et il y avait une distribution assez étincelante parce qu'il y avait Jean Marais, il y avait Cuny. On avait travaillé ça pendant plus d'1 mois. Et puis, il y avait une musique d'Honegger et l'orchestre était dirigé par Charles Munch. Et ça a été une représentation mémorable. Il y avait une ambiance certaine. Vous dire que le stade était archi-comble, je ne crois pas. Pendant l'hiver 1950, une patinoire artificielle installée sur le central permit aux amateurs de ramasser des billets de parterre. Le basket, avec une finale du championnat de France, fut également à l'honneur et l'on s'écrasa dans les tribunes. Mais les manifestations les plus populaires hors tennis furent les combats de boxe. Sur un ring érigé à l'emplacement du filet, Marcel Cerdan, à la veille de devenir champion du monde, y battit l'Américain Holman Williams. Et Jean-Claude Boutier y fut défait en un match revanche par Carlos Monzon, tenant du titre. Toutes ces manifestations ne pouvaient se dérouler que par beau temps, tout comme les rencontres de tennis. Ainsi, en 1972, la finale opposant Proisy à Rimeno fut interrompue après de longs échanges qui avaient permis à Proisy, plus régulier, de remporter le premier set. Une bâche avait été inaugurée pour recouvrir le central en cas de pluie. En ces occasions, évidemment, les organisateurs font de l'acrobatie pour la reprise des différents matchs, tandis que les joueurs se détendent dans les vestiaires. 2-0. Pour l'Italie. Ouais. Tonino, combien le score de France-Italie? Parliamo di rugby in Francia, non del football. Le rugby, voilà, voilà. Alors, dis. Parlate di rugby. C'est 50 années que vous ne connaissez pas le football, maintenant vous parlez de football. 20 ans. Vous avez payé pour arriver à la finale de la Coupe du Monde. Là. Et voilà, l'inverse est terminé. Le match va pouvoir reprendre. On essuie les raies. Les deux finalistes rentrent en piste.
Patrick Proisy, à 24 ans, joue la chance de sa vie dans cette finale, qu'il est le premier Français à disputer depuis Darmon. Mais Andrés Gimeno prend la direction des opérations en montant sans cesse au filet. Le grand Catalan a acquis une maîtrise absolue au fil des rencontres qui l'ont opposé aux professionnels des tournées Kramer, où il était le seul joueur ibérique. Proisy se défend bien, mais il ne peut empêcher Gimeno d'enlever les 3 sets suivants et de remporter le titre. Gimeno est le deuxième Espagnol à inscrire son nom au palmarès de Roland-Garros après Santana. Manuel Santana, élevé au Real Madrid, était resté le seul amateur à défendre le pavillon ibérique. Deux fois, il rencontra Nicolas Pietrangeli en finale. 2 fois, il le battit. La première fois, l'émotion avait été trop forte pour lui. Après être passé sous le filet, il s'était écroulé en pleurant sur l'épaule de son camarade italien, le gagnant en larmes, le perdant tout sourire, consolant son vainqueur. Ceux qui eurent la chance d'assister à cette magnifique étreinte sportive en ont encore la gorge serrée. Pas étonnant si l'applaudimètre du dernier défilé, Santana, fut un des plus fêtés. Les 2 champions des internationaux, l'Espagnol et l'Italien, furent en réalité de purs produits de la terre battue parisienne, d'où partit leur renommée. Santana et Pietrangeli étaient des violonistes de la raquette. Ils possédaient chacun un toucher de balle magique. Ils allaient jusqu'à ridiculiser par moments les colosses américains ou australiens dont ils interrompirent le règne. Pietrangeli, tout aussi doué, avait un autre attrait pour le public féminin, le charme. Chevaux légers contre artilleurs, c'est la différence d'allure entre Arthur Ashe et Guillermo Vilas dans le quart de finale qui les oppose au cours de la 2e semaine des internationaux 1978. Dès les premiers jeux, l'Argentin assène des obus d'Eaton, tirant de toutes pièces pour transpercer l'Américain, mais celui-ci fait front. Sa facilité est telle que les balles ont toujours l'air de jaillir par hasard de sa raquette. Vilas réplique coup pour coup. On lui pardonne ses tics horripilants. C'est sa façon de souffler sur les doigts et de se dandiner d'une jambe sur l'autre, de balayer soigneusement la ligne de fond pour faire aussitôt une superbe faute de pied, car le champion argentin se sort les tripes sur tous les points, comme en témoigne cet échange prodigieux.
Finalement, H est battu par la jeunesse. Il l'avouera lors de sa conférence de presse. Two things. I don't move quite well enough on the stuff, and I am not. Deux raisons à ma défaite. Mes déplacements n'étaient pas assez rapides et je ne montais pas assez vite au filet. A little quicker, maybe 10 years younger. Si j'avais été un peu plus rapide, avec 10 ans de moins, j'aurais pu gagner. Maybe. Peut-être. Champion anonyme au biberon ou progéniture des célébrités qui en décousent sur le central, ces marmousets bien à l'abri au jardin d'enfants ne soupçonnent pas le long martyre des adultes dans le soleil de feu. Björn Borg a eu 22 ans aujourd'hui. Il s'est qualifié en battant deux briquets, France, 6-1, 6-1, 6-1. Rangel, États-Unis, 6-0, 6-1, 6-0. Bertolucci, Italie, 6-0, 6-2, 6-2. Contaner, à 26 ans, s'est qualifié en battant Fassbender, Allemagne, par abandon au deuxième set. Porte, France, en 3-7. Et Tiblé, Australie, en 3-7. Sa balle de service a été chronométrée à 225 km/h. Les joueurs de tennis sont au fond comme des duellistes, seuls à en découdre sur le terrain en présence de témoins que sont les spectateurs. À la différence des escrimeurs qui crient sous leur masque, ils ne disent mot. Et c'est uniquement leur regard qui reflète leur intense concentration nerveuse. Ouh là là! Parfois, le contact s'établit aussi avec le public, comme sait le faire le Roumain Ilie Nastase, gagnant des internationaux 1970. Joueur de tempérament surdoué, improvisateur né, aussi grand cabochard que grand cabotin, passé maître dans l'art de récriminer contre les arbitres, Nastase est plus une bête de théâtre qu'un vrai champion. Mais malgré ses écarts, ou à cause d'eux, il fait toujours recette. Le tennis professionnel nécessite les soins incessants de véritables sorciers que sont les masseurs. Dimanche, elle va courir comme un lapin. J'espère qu'après-demain, dimanche, c'est très loin. Oui. Qu'est-ce que vous mettez les cartes? Quand de finale? Les cartes. Gildemeister. Oui. Numéro genou. Le genou? Oui. Ni. Il a des crampes, non?
Ces massages sont indispensables. Une musculature délicate comme celle du Chilien Gildmeister en a absolument besoin. Contre l'Australien John Alexander, Gildmeister va soutenir une lutte héroïque et gagner sur une seule jambe. Cette victoire lui permet de rencontrer Vilas en quart de finale. C'est bon. J'ai mal un peu. C'est mieux. La tension monte au fur et à mesure que l'on s'approche de la finale. Merci. On va demander, il n'y a pas par hasard dans votre tiroir une photo de ce jour. On va demander à René. Montrez-nous. Où était l'entrée du cours? Où était l'entrée du cours? Sous le feutre blanc, celui qu'on appelait l'alligator, René Lacoste. Lacoste à l'entraînement sur le central. Infatigable au fond du cours, Lacoste pouvait aisément passer ou prendre de vitesse les joueurs de volley. À preuve, son titre de Wimbledon en 1928 et sa victoire sur Borotra dans les internationaux de 1929, l'année où il se retira prématurément des compétitions. Le quart de finale entre Vilas et Gildmeister est un match très attendu. Le Chilien avait battu l'Argentin quelques mois plus tôt en Coupe Davis. Ce jeu d'ambidextre total, ce passing shot attaqué des deux mains, aussi vigoureusement à droite qu'à gauche, gêne considérablement Vilas. Lift contre lift. La balle 100 fois brossée de bas en haut élimine le danger des trajectoires rases. C'est la technique du plein contrôle, la prime à la régularité. Mais dans sa puissance de frappe, Vilas possède cependant une organisation supérieure à celle de Gildmeister. Leur verre en acier trempé de l'Argentin, modèle copié par toute la jeunesse des cours, est l'argument massu du 5e set et de la victoire. C'était très difficile. Je crois qu'il a joué très bien. C'est difficile à jouer en quart de finale à Roland Garros. Comme ça. Et demandez dans le bureau d'Edith Jacquemet, Monsieur Picot.
Les gros bras du tennis professionnel sont aujourd'hui encadrés comme des boxeurs ou des vedettes de music-hall. No. Poi ha fatto quarti di finale con me a Richmond. È quello che ha giocato meglio degli italiani. Jag har sett den här många, varje år har jag sett den. Sen jag spelade första året så kommer jag ihåg. Han har alltid hållit på med bilarna, har inte det? Chi vinceva di più sul centro in più. Loro ogni giorno giocavano in posto. Entraîneurs, coachs, managers les assistent jusqu'à leur départ sur le terrain. Borg, Barazzuti en demi-finale. Tu m'effaces ralenti. La 5, plus serré. Vous êtes embêté par quoi, là? Par une publicité? La 6, faites attention, hein. C'est l'indifférence à toute émotion qui fait de Borg le plus redoutable des compétiteurs. Une chute sur le court ne le trouble même pas. Il reprend sa raquette, la nettoie un peu et recommence à courir et à frapper de plus belle. Quelques minutes plus tard, il a écrasé Barazzuti sur un score saignant 6-0, 6-1, 6-0. Wallenberg är här nu. Peter. Åker mansplanen imorgon? Det är klart. Ja. Jag fatto 3 gambe in più. Sì, ma perché si metteva a fare questi colpi qui. Le match à peine achevé, on en discute encore les derniers points, alors que se mettent en route les acteurs de la deuxième demi-finale. Elle oppose Vilas à l'Américain Dick Stockton, lequel, après avoir battu Orantes, a de grandes ambitions. Att jag kunde från praktiskt taget varje game koncentrera mig 100%. Det brukar vara svårt. Det brukar vara om man kommer i en period, till exempel 3-4 game, att man inte kan koncentrera sig och missar enkla bollar, men det gjorde jag. Rien. Je jouais pas mal, mais lui, jamais il fait d'erreur. Et alors, là, tu n'avais pas la possibilité de gagner les points et tout est devant très difficile. Alors tu commences à prendre des risques, tu commences à faire des erreurs et c'est fini. S'il vous plaît, monsieur Salvatore Tomasi, Gazzetta dello Sport, à la salle de presse au téléphone. Le moindre lobe, l'amortie la plus fine sont vécues instantanément à Melbourne, Londres ou Rome grâce aux envoyés spéciaux internationaux réunis à Roland-Garros. Ça dit 008. Please, Mr. Lon Stinger from the Daily Telegraph. Telephone, please. Salle de presse. Thank you. Il y eut un précurseur dans les annales du tennis athlétique, Tony Trabert, champion de Roland-Garros en 1954 et 1955. Derrière Jack Kramer, promoteur des tournées professionnelles qui portèrent son nom. Trabert fut le numéro 1 de l'équipe américaine de Coupe Davis, au temps où celle-ci rencontrait les Wonder Boys australiens, Ode et Rosewall, sous le soleil des antipodes. Lewis Ode,
le plus doué de tous, au dire des connaisseurs. Il faisait preuve d'une extraordinaire décontraction, tout au moins en apparence. Aude est aux côtés de Trabert, qui aujourd'hui a un œil sur son poulain, Dick Stockton. Stockton fut son joueur de Coupe Davis, enfant prodige du tennis, camarade de promotion de Connors et de Tanner. Le plus pro de tous les pros, Stockton n'a jamais gagné un grand tournoi. Il devra encore faire son deuil de celui-ci, car noué par le trac, privé de déplacement et maladroit, l'Américain commet des fautes énormes, et Vilas n'a aucun mal à le battre en 3-7 et se retrouve en finale, comme prévu, contre Borg. Le grand jour de la finale est arrivé. Le cours central ressemble à une véritable décharge publique. Dès 6 heures du matin, le nettoyage commence. Les Parisiens du dimanche, déguisés en coureurs à pied, font du jogging. La coquetterie à la mode. 9 heures, aux grilles du stade, la première queue formée aux aurores. Le vestiaire est encore désert, obscur et silencieux comme un sanctuaire. « 9h15, ouverture des portes et ruée avec armée bagages pour occuper les meilleures places au solarium de la tribune D. Une heure de l'après-midi, première apparition des élégantes. A signaler aussi le chasseur de chez Maxim's. De nouvelles élégantes, escortées par la garde républicaine en grande tenue.
fanfare militaire. Le stade est comble. Et il ne manque pratiquement plus personne, sauf un. Si, le voilà, le héros du jour. Guillermo Vilas. Dans la chambre d'appel, c'est la veillée d'armes. Quand vous voudrez. Really? Yes. Borg et Vilas, les deux finalistes furent longtemps des amis inséparables. Mais aujourd'hui, l'enjeu est d'importance. Il y a d'abord la bourse, 210 000 francs au vainqueur. Et puis aussi le fait qu'une victoire à Roland-Garros confère une extraordinaire renommée mondiale. À ce jour, Borg a gagné 2 fois ici et Vilas 1 fois seulement. Comme d'habitude, Vilas est à portée de voix de Thiriac, son manager. Tu joues trop court. Attaque au premier service. Appuie ton coup droit. Et contrôle le jeu. À certains moments importants, l'adresse et l'expérience ne suffisent plus. Car les joueurs se connaissent trop. Aussi celui qui parvient soudain à surprendre et à dérouter son adversaire en adoptant un style et une tactique inhabituels risque fort de l'emporter. Borg peut perdre une bataille, il perd rarement la guerre, tant il est concentré, obstiné et apparemment détaché de tout.
n'y a pratiquement rien à faire devant l'incroyable Borg, sacré champion du monde à 22 ans. Et pourtant, Villas aura tout tenté, tout essayé. Que de joie et de déception, d'émotion et de souvenirs Roland Garros aura connu en un demi-siècle. Just fine, all right? Thank you. That's just fine. You told me. Yeah. Remember? Right around the net.